Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Michel, je suis responsable technique chez Garmin. Aujourd'hui, donc je suis avec Fred, spécialiste pêche chez Garmin. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir une vidéo sur tout ce qui est sonde Panoptix et on va préciser un petit peu sur la Panoptix LiveScope, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur ces sondes. Donc déjà, comme je disais, on va commencer par une présentation de la technologie Panoptix en général. Donc on fait une partie théorie avec une présentation PowerPoint et on verra ensuite un simulateur pour tout ce qui est réglage du LiveScope. Donc effectivement, on voit donc sur cette présentation que la sonde, tout ce qui est technologie Panoptix, donc ça permet d'avoir un affichage en live, en temps réel, de tout ce qui se passe sous le bateau. Oui, tout à fait. C'est vraiment une technologie qui est très très innovante. Alors, elle a été développée il y a déjà quelques temps par Garmin, mais elle reste toujours à la pointe. Donc, on insiste bien sur le fait que c'est une technologie live, une technologie en temps réel, alors que les technologies dont on a l'habitude, des technologies pêche, il y a un historique, il y a un défilement de l'historique sondeur sur le sondeur traditionnel, sur le side et sur le down. Alors que là, c'est exactement comme si on avait une vue instantanée, une caméra vidéo qui était projetée vers le fond, et on va voir notre environnement en live. Donc l'avantage de ces sondes Panoptix, c'est qu'on a aussi donc la technologie AHRS qui est intégrée dans la sonde. Alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? En fait, c'est un compas 9 axes qui est intégré dans la sonde. Et donc ce compas 9 axes, il va permettre de lisser l'image pour compenser tout ce qui est roulis et tangage. Donc ce truc-là, ça va se faire en temps réel. Ouais, c'est vrai que c'est bluffant, parce que quand on utilise un sondeur, encore une fois, ou du side, dès qu'on est en mer ou on est dans un milieu où le bateau bouge, il y a beaucoup de courant, on va avoir une grosse déformation d'image. Quand on est en train de faire un virage sur du side, ça devient quasiment inexploitable. Alors que là, comme c'est du live et qu'il y a un rafraîchissement instantané de l'image, ben finalement l'image va être exploitable. Même quand il y a de la houle, même quand il y a un gros clapot, on va garder quand même une très très bonne lisibilité à l'écran, et ça m'a véritablement bluffé. Parfait, donc pour commencer, on va faire une petite présentation de tout ce qu'on peut voir avec la technologie Panoptix. Donc en type de vue, on a tout ce qui est vue live view. Donc ça c'est le terme Garmin, hein, le live view. Donc on peut avoir du live view down et du live view forward. Donc ça c'est un affichage en instantané de ce qui se passe sous le bateau. Donc on a là deux captures animées, on voit réellement ce qui se passe sous le bateau en instantané. Alors évidemment, ces différentes vues vont être déclinées en fonction des différentes sondes, hein. On aura des affichages qui seront différents avec une Panoptix down et avec du live scope en tout cas. Mais en tout cas, les principes restent tout à fait les mêmes. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle le Real View 3D. Donc là, c'est vraiment une reconstruction en 3D de l'image qu'on avait avant, donc l'image live. On va faire une reconstruction 3D, pardon, de cette image live pour voir tout ce qui est structure, aspect du fond, forme du fond, etc. Pour moi, c'est vraiment un complément d'analyse par rapport à la cartographie. J'aurais tendance à dire que cette technologie-là, elle est plutôt destinée à des gens qui ne sont pas forcément des experts de la cartographie, de la lecture de la cartographie. Pour certains, quand ils voient des lignes de bathymétrie, ils ont du mal à savoir si on est sur un tombant, si on est sur un relief plat. Et donc, ce type de vue va beaucoup les aider. Maintenant, pour le pêcheur, la personne qui est un petit peu aguerrie, c'est pas forcément une technologie qui est absolument indispensable pour la pêche. Donc là, sur ces vues Real View 3D, donc on va retrouver la vue down spécifique aux sondes qui vont faire down, la vue forward spécifique à nouveau aux sondes qui font forward, hein, qui ont une vue vers l'avant. Et donc pour les sondes qui font down, on va retrouver cette vue qui s'appelle le Real View 3D Historical. Bon là, on a un historique du fond qui va être stocké en temporaire sur l'appareil.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir à peu près 2 minutes d'enregistrement et donc on peut revenir en arrière sur ces 2 minutes. Par contre, il n'y a absolument aucun enregistrement sur carte SD ou quoi que ce soit, c'est du temporaire. Il n'y a rien qui va être stocké. Par contre, ce qui est à noter, c'est que sur cette vue historique, on voit des masses dans la masse d'eau qui nous indiquent la présence de poissons, et les couleurs nous indiquent à quelle profondeur ça peut se situer. Donc là, par contre, ça peut avoir un intérêt en pêche. Là encore, pour des gens qui ont peut-être un petit peu de mal à utiliser un sondeur traditionnel. Et là, ce sont des vues qui sont beaucoup plus parlantes pour eux. Donc un dernier type de vue qu'on peut avoir grâce au Panoptix, ça s'appelle le front view. Donc là, c'est spécifique aux sondes d'approche. En fait, on va avoir une reconstruction en 2 dimensions de ce qui se passe à l'avant du bateau. Donc là, typiquement, c'est un voilier qui va être en approche d'une crique pour voir si on va avoir une remontée de fond ou un rocher, etc. Donc on va voir à l'avant du bateau ce qui se passe par rapport au fond. Donc comme je disais, hein, c'est spécifique sur la forme du fond. Maintenant, on va pas l'utiliser en pêche. Hein. Je pense que tu peux confirmer. Ouais. Non, on l'utilise pas en pêche. Il n'y a pas une définition suffisante pour voir les masses de poissons, ou en tout cas les très grosses masses. Peut-être qu'on les verrait, mais en tout cas, ce sont pas des systèmes d'identification de poissons. C'est véritablement fait pour voir le relief du fond et voir ce qui se passe à distance. En termes de portée, on peut aller jusqu'à quelle portée à peu près En moyenne, sur la PS51 qu'on va voir un peu plus loin, on a une portée de 60-80 mètres à l'avant du bateau. Ouais, donc ça suffit largement. Pas mal. Voilà, ouais, quand on est en approche, ça suffit largement. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on arrive sur cette slide-là. Donc ce qu'on va voir ici, c'est un tableau récapitulatif de toutes les sondes Panoptix. Alors vous inquiétez pas, hein, ce tableau-là, vous le retrouvez dans le catalogue Garmin. Donc on retrouve en haut toutes les sondes qui se retrouvent au catalogue Garmin. Aujourd'hui, on ne va pas présenter toutes ces sondes, hein, ça serait beaucoup trop long. Donc on va s'attarder uniquement aux technologies LiveScope, donc uniquement aux sondes LVS12, LVS32 et LVS32TH. On aura d'autres vidéos pour présenter les autres sondes, donc tout ce qui est PS30, PS31. On a beaucoup de demandes dessus, peut-être une vidéo sur un PS51 aussi. Donc ça va arriver par la suite. Hein. Comme je disais, on va voir uniquement la LVS 12 et 32 aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être rajouter une chose concernant la pêche. Pour une utilisation pêche, les sondes qui sont quand même les plus couramment demandées, c'est la PS30. La PS30 pour tous les gens qui font du jigging et de la pêche véritablement verticale. La PS31, alors celle-là, elle est plébiscitée pour tous les gens qui pêchent au broumé, alors que ce soit le thon, mais ça pourrait très bien être de la dorade également. Hein. Dès que c'est de la pêche à l'appât et qu'on a besoin de savoir d'où vient le poisson, cette pêche-là, cette sonde-là est plébiscitée. Et puis évidemment, on parlera aussi du fameux LiveScope qui pose beaucoup de questions aujourd'hui. Donc justement, la technologie LiveScope, qu'est-ce que c'est? Alors donc, on a 2 sondes différentes. Donc on va commencer par la LVS32. Donc la LVS32, c'est réellement une sonde qui est livrée avec son module sondeur. Donc cette sonde-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir 2 sondes dans le même bloc. On va être capable d'afficher du forward, donc une vue vers l'avant, et du down sur l'appareil avec la même sonde, contrairement aux autres sondes Panoptix. On va être capable aussi d'afficher 3 types de vues différents. Donc là, une vue qu'on ne voit pas ici, mais c'est le mode perspective qu'on va voir un petit peu plus loin. Fred, est-ce que tu peux nous dire quels sont les appareils compatibles avec cette technologie LiveScope? Alors, oui, bien sûr. Donc, dans un premier temps, cette technologie, cette sonde-là, elle va être branchée avec de l'Ethernet. Donc, il faut absolument que ce soit des appareils qui soient compatibles avec l'Ethernet. Et donc, toute la gamme EcoMap à partir du 7 pouces et au-delà. Donc, les EcoMap 72, 92 et les EcoMap Ultra. Et évidemment, toute la gamme GPS Map qui, elle, possède de l'Ethernet également. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, on
on voit 2 vidéos animées. La première, celle de gauche, c'est un banc de tarpon qui est en train de chasser dans un banc de mulets. Et on voit bien les poissons se déplacer, on voit leurs nageoires. Donc c'est vraiment une technologie qui est impressionnante parce que ce sont pas simplement des masses qui vont se déplacer sur notre écran. On va véritablement avoir la forme et le comportement du poisson. Et sur la vidéo de droite, alors là c'est un banc de bar qui a été réalisé dans beaucoup plus d'eau, hein, c'est en Bretagne, sur des fonds jusqu'à 35 mètres. Et on est capable de compter les poissons et surtout on voit dans quel sens ils sont en train d'arriver. Ils arrivent de l'avant du bateau vers la verticale. Voilà, donc on a beaucoup d'informations avec ces 2 technologies. Donc sur cette slide-là, on va voir donc tout ce qui est angle de vue de la LVS 32. Comme on a vu dans le tableau, cette sonde-là, elle est capable d'avoir donc un faisceau vers l'avant qui est fait 20 degrés, donc un faisceau large de 20 degrés, pardon, et un faisceau qui va faire 135 d'arrière en avant. Ouais. Alors ce truc-là... Ouais, vraiment une très très large couverture, hein, très très large couverture. Et ça c'est particulièrement intéressant parce que avec ce faisceau étroit, on va avoir une très bonne vision dans l'espace. On va être capable de situer où sont les poissons, parce que cette sonde peut être montée soit en tableau arrière, mais elle peut également être montée sur une perche. Donc on va pouvoir diriger la sonde dans l'espace pour essayer de trouver des poissons qui se trouvent dans la masse d'eau. Et là, on voit 2 petits schémas sur le haut de notre slide qui nous montrent l'intérêt d'avoir un faisceau étroit. Quand on a un faisceau étroit, en fait, on va être capable de voir le poisson sur notre écran, mais de savoir exactement, précisément où est-ce qu'il est. C'est important quand on va faire de la pêche pélagique, qu'on va jeter notre leurre pour qu'il tombe vraiment à la verticale du poisson. Donc, c'est vraiment une technologie qui est adaptée à ce type de pêche. Oui, parce qu'effectivement, quand on a un angle de 20 degrés, donc on a un angle très étroit, donc si on lance notre leurre ici, il va apparaître sur l'écran. Si on le lance à côté, il ne va pas du tout apparaître. Alors que si on avait un angle beaucoup plus large, et ben, du coup, le leurre, il peut être partout à cet endroit-là, et c'est pareil pour le poisson. Donc avant de le trouver, le poisson, sur tout cet angle, il y a de la marge, quoi. Tout à fait. C'est vraiment ce qui fait la différence, notamment avec les autres technologies concurrentes qui ont des faisceaux qui sont plus larges. Alors, c'est sûr, on voit plus de poissons, peut-être, mais en tout cas, on ne sait pas où ils sont. Donc là, je vois qu'on est en très haute fréquence, hein, on est entre 530 et 1100 kHz. Fred, qu'est-ce que ça donne comme portée, du coup ? Alors, toujours pareil, hein, y a une différence entre la portée théorique qui est de 60 mètres, mais en pratique, ce que moi j'ai pu constater, que ce soit en mer ou en eau douce, une portée verticale de 35 mètres maximum, et pareil pour la profondeur. Au-delà, évidemment, en augmentant la sensibilité, on peut avoir le fond, mais on va perdre tout le niveau de détail qui fait tout l'intérêt de cette technologie. Donc j'aurais tendance à dire 35 mètres maximum, que ce soit en portée horizontale ou en portée verticale. Donc ce qui est déjà énorme par rapport à la vue. Oui, tout à fait. On va avoir. Et pour la pêche, ça suffit largement parce qu'on va dire 35 mètres, c'est une portée de lancer. Hein. Au-delà, ça va commencer à être un peu de l'estime. Oui, effectivement. Donc on retrouve ici tous les types de montage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les accessoires sont livrés dans la boîte. Hein. On a tous les accessoires pour monter soit sur en bas, soit sur l'arbre, soit en tableau arrière. Oui. Alors bon, évidemment pour l'utilisation en mer, très souvent on utilise les tableaux arrière, les sons de tableau arrière. Donc on va figer un petit peu la vue. Hein. Ce sera soit une vue verticale, soit une vue vers l'avant, mais véritablement dans l'axe du bateau. Mais on peut également monter ça sur un moteur électrique ou mieux encore sur une perche. Et de plus en plus, on voit des montages sur des basse-boats ou sur des barques. Les gens montent ça sur une perche et ça permet d'orienter la sonde dans la direction dans laquelle on souhaite pêcher, une prospection de bordure. Donc on va
on va diriger notre perche vers le bord et on va voir vraiment ce qui se passe entre le bateau et la berge. Ça, c'est vraiment important. Petit bémol, attention sur un montage sur un moteur électrique. Quand le bateau est en mode ancrage, forcément, s'il y a un petit peu de vent, un petit peu de courant, il va y avoir des compensations du moteur pour garder notre position. Et forcément, ça va se traduire également sur notre écran avec des vues qui vont bouger de droite et de gauche. Ça reste tout à fait interprétable, mais c'est un petit peu désarçonnant dans un premier temps. Donc attention, si vous montez ça sur un moteur d'arbre, sur un arbre moteur, quand on est en déplacement, il n'y a pas de souci, mais quand on est en mode ancrage, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, du coup, on va rajouter des mouvements, le moteur il va tourner, etc. Donc la sonde, du coup, va tourner en même temps. Exactement. Donc là, l'avantage de la perche, c'est que la perche, on la met en fixe, on affiche ce qu'on veut, on la tourne pour voir ce qu'on veut, et après, on la bouge plus. C'est ça. Donc cette sonde, elle existe aussi en traversante. Hein, on a un pack avec un sabot. Alors dans quelle utilisation on peut l'utiliser, on peut l'avoir ce truc-là? Bon, c'est plutôt pour une utilisation en mer. Quand le montage en tableau arrière ou en perche n'est pas possible, je pense notamment aux bateaux qui ont des lignes d'arbres ou des bateaux un petit peu plus gros. À ce moment-là, on l'utilise en traversant. Donc, il y a un sabot qui est intégré et ça va permettre d'utiliser cette technologie LiveScope en mer sur des unités un peu plus importantes qu'un basse-boat. Alors évidemment, sur des gros bateaux, il y a une notion de distance entre la sonde et l'appareil, et évidemment, il existe également des rallonges de sonde. Parce que je crois que la distance entre la black box et la sonde d'origine, elle est de... C'est 3 mètres, c'est un câble de 3 mètres. 3 mètres, voilà. Donc effectivement, si vous avez besoin de plus de 3 mètres entre la sonde et la black box, il faudra penser à mettre une rallonge. Donc ça, n'hésitez pas à regarder sur notre tarif, hein, on a plusieurs rallonges de différentes tailles. Ce qu'on peut avoir sur le tarif aussi, c'est ce support de montage. Donc c'est un support spécifique pour l'arbre moteur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, donc comme on disait tout à l'heure, en fait, la sonde, elle est capable d'afficher ces 3 vues. Donc mode perspective, mode forward, mode down. Donc ça va être suivant l'inclinaison et l'orientation de cette sonde. Et donc on a un support de montage qui permet d'adapter. Donc on vient dévisser ici pour faire tourner la sonde, hein, pour faire pivoter la sonde, ou alors avoir une rotation pour afficher ce mode perspective. Alors justement, ces angles de vue, on les voit un peu plus en détail ici. Voilà, donc là c'est véritablement, c'est ce qu'on appelle le live view forward, hein, c'est une vue projetée vers l'avant. Là on voit bien les angles, on voit bien la largeur de faisceau qui est de 20 degrés et l'ouverture qui est de 135 degrés, donc finalement, on a une vue directionnelle qui est extrêmement intéressante, mais on a quand même une très très belle idée de notre environnement. Donc ça c'est à privilégier pour tous les gens qui font de la pêche pélagique. Hein. On est debout à l'avant de son bateau, on va rechercher des black bass entre deux eaux, on va rechercher des poissons entre deux eaux, des brochets. Voilà. Une fois qu'il est visualisé, on va pouvoir utiliser le bon pattern, on va pouvoir utiliser le bon leurre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir le poisson bien avant qu'on ne passe au-dessus de lui. Donc, un côté discrétion en termes de pêche qui est qu'on n'avait pas jusque-là. Donc ça, c'est la vue vers l'avant. On a aussi donc la vue vers le bas. Donc la vue vers le bas, alors là, on n'est plus en vue prospective. Hein. Cette fois-ci, en fait, on va avoir une vue avant-arrière et tout ce qu'on va voir à l'écran, on va pouvoir le pêcher. Donc ça c'est plutôt une fois qu'on a repéré notre poisson, une fois qu'on sait vraiment où il est positionné, on va pouvoir animer verticalement et là faire de la pêche, ce qu'on appelle de la pêche à vue. Ça c'est vraiment très utile pour les gens qui font de la pêche au cendre en verticale et on verra des vidéos un petit peu plus tard avec des attaques de cendre en direct, c'est vraiment très impressionnant. Ou alors les gens qui pêchent le silure, on va pouvoir voir le comportement du silure véritablement en live, autour d'une structure, autour d'un leurre, autour d'un vif. Et donc, on apprend beaucoup sur le comportement du poisson. Et enfin, la troisième vue, qui est la vue perspective.
Alors, elle demande de changer l'orientation du montage. La sonde, au lieu de la mettre en position verticale, on va la mettre en position horizontale. Et là, cette fois-ci, avec une perche, en faisant pivoter notre perche, ça va permettre de balayer l'environnement avant et de voir tout ce qui s'y passe en temps réel. Et ça, c'est vraiment, voilà. Donc là, c'est en fait des vestiges d'une maison. Donc là, on est en vue fixe et puis en balayant notre sonde de gauche à droite ou de droite à gauche, on va permettre de voir tout ce qu'il y a dans notre environnement. On reviendra bien entendu sur ces vues dans un deuxième temps. Donc ça, c'était pour la LiveScope LVS32, donc qui est la sonde complète, on va dire. Et on a une deuxième sonde qui s'appelle la LVS12, qui est un peu plus limitée. Donc c'est une version allégée de la LVS32. Au niveau de l'angle, on retrouve 30 degrés x 20 degrés, donc beaucoup moins complet qu'une LVS32. Donc Fred, on a un angle de vue restreint. Dans quelle utilisation on peut avoir besoin de cette sonde-là? Alors, bien imaginer, on a une vue restreinte, mais c'est pas une LiveScope bas de gamme. Hein. En fait, on va avoir la même qualité d'image que sur la sonde précédente, la LVS32. Par contre, les vues sont un petit peu limitées, mais elle est bien plus abordable. Donc, cette sonde, elle est destinée à des gens qui ont un budget qui est peut-être un petit peu moindre. Mais il faut absolument, par contre, avoir soit un EcoMap Ultra, donc 10 pouces ou 12 pouces, ou alors des GPS Maps de la série 8400, donc qui existent en 10 pouces, en 12 pouces et au-delà. Mais bon, surtout le 10 pouces et le 12 pouces. Et là, on n'a pas besoin de black box. Donc, on va pouvoir brancher directement la sonde derrière son appareil pour bénéficier de cette technologie-là. Donc, sur des embarcations qui sont peut-être un petit peu plus petites, où il n'y a pas beaucoup de place et sur lequel mettre une black box, c'est compliqué, ça peut être une option. Donc là, justement, on voit un petit comparatif entre la LVS32 et la LVS12. Donc, comme on disait, la LVS32, elle a donc 20 degrés de largeur et une couverture de 135 d'avant en arrière, alors que la LVS12, on va avoir 2 fois 30 degrés. En fait, on a réellement deux sondes et on va être capable d'afficher donc du down et du forward en même temps. Ce n'est pas le cas de la LVS32. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. La LVS12, on peut à la fois voir ce qui se passe devant et à la fois pêcher en vertical. On peut le faire également avec la LVS32, mais on ne peut pas afficher en même temps une vue down et une vue forward sur une seule sonde LVS32. Donc voilà, ça peut justifier aussi le fait de choisir une LVS12. Parfait, donc ça c'était maintenant la partie théorique, la partie présentation. Donc on va passer sur la partie pratique grâce au simulateur pour voir tout ce qui est réglage et voir en réel ce qu'on peut avoir. Donc comme je disais, maintenant on est sur le simulateur, donc on voit la page d'accueil de notre GPS Map et on retrouve ici l'icône LiveScope. Donc sur cette page LiveScope, Fred, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on voit? Alors, oui, tout à fait. Donc là, en fait, on voit une image LiveScope, donc là encore du live. Donc c'est de l'instantané, comme on constate. Il n'y a pas de défilement d'image comme on peut avoir sur un sondeur traditionnel où on voit l'image qui défile de la droite vers la gauche avec un historique. Là, il n'y a vraiment pas d'historique. On est quasiment dans de la vidéo. Et là, ce qu'on voit, c'est une branche. En tout cas, une branche avec de la végétation et les petits points qui sont en train de se déplacer très lentement. En fait, c'est du petit poisson fourrage qui est en train de nager tranquillement et d'évoluer dans la masse d'eau. Donc là, où est-ce qu'on est d'abord? Comment est-ce qu'on est positionné? Le 0, là, que vous montre Michel, c'est la position de la sonde. À l'horizontale,
on a une échelle de graduation de distance. Donc ça, en fait, c'est la portée. Et en vertical, on va avoir une échelle de profondeur. Donc là encore, on va pouvoir avoir une idée très précise à quelle distance de notre bateau se trouve une structure et à quelle profondeur se trouve une structure. Voilà, c'est à peu près l'essentiel. On a également une icône de bateau qui apparaît. Bon, je laisserai Michou en parler tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est que, vous voyez, il y a comme une espèce de petit prolongement de l'axe là. En fait, c'est la direction dans laquelle est positionnée la sonde par rapport à l'axe du bateau. Donc, à partir du moment où on a cette information-là qui est affichée à l'écran, ça va être beaucoup plus facile pour nous de savoir exactement où est-ce qu'il va falloir lancer un leurre. Quand on va voir un poisson à l'écran, et si on voit que notre axe est légèrement décalé, ça veut dire que ce qu'on voit à l'écran, ça sera également légèrement décalé, soit sur bâbord, soit sur tribord du bateau. Donc effectivement, cette icône-là, il ne va apparaître que si on a fait la calibration du compas. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, il y a un compas intégré dans la sonde, donc ça va être utile pour compenser tout ce qui est gîte, tangage du bateau, mais aussi pour avoir l'axe du bateau. Et donc quand on monte la sonde sur une perche, c'est essentiel de faire cette calibration, puisque la perche, vous allez la tourner, et donc vous allez voir l'angle de vue de la sonde en instantané. Donc sur l'écran calibration pour avoir cet affichage là. Ouais, c'est vraiment très très intéressant d'avoir cette orientation de sonde. Là, on voit bien que la sonde, elle est légèrement décalée sur la gauche du bateau, d'une vingtaine de degrés. Donc forcément, il faudra lancer son leurre. Si on voit quelque chose à l'écran, comme s'il était à l'avant du bateau, il faudra lancer son leurre décalé d'à peu près 20 degrés de l'avant du bateau. C'est assez facile de le voir, assez facile de le faire également. Donc Fred, là on a une vue forward, sur cette sonde LiveScope. Dans quel cas on va utiliser cette vue forward? J'ai déjà un petit peu abordé le sujet tout à l'heure quand on avait vu la vue forward avec les angles. En fait, on va utiliser ça notamment pour aller faire de la pêche pélagique. On va chercher des poissons qui sont entre deux eaux, 20 mètres, 30 mètres à l'avant du bateau. Et on va les voir sous forme d'un spot qui va plus ou moins se déplacer. Et ça permettra d'utiliser le bon leurre pour aller le chercher là où il est. C'est-à-dire que s'il est à 5-6 mètres de fond, on va utiliser peut-être un crank, on va utiliser peut-être un shad qui va permettre de descendre à la bonne profondeur, de l'animer et de voir le comportement du poisson, de voir si le poisson réagit à notre animation de pêche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait innovant dans le monde de la pêche et que jusque-là, on voyait quelque chose, on lançait notre leurre et puis on espérait que le poisson réagisse, mais on était absolument incapable de voir le comportement du poisson vis-à-vis d'un leurre. On va être capable de le voir avec cette technologie, tant avec la technologie forward qu'avec la technologie down. Parce qu'effectivement, là, c'est du live. Donc, si je lance mon leurre à 4-6 mètres, je vais le voir apparaître ici, je vais le voir descendre en réel, et je vais voir les poissons autour, s'ils remontent à mon leurre ou pas du tout. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, au niveau de l'affichage, on retrouve le menu pause, comme sur un sondeur classique. Donc j'ai la possibilité de déplacer mon curseur pour créer un waypoint sur une épave, un rocher, etc. Oui, ça c'est important parce qu'évidemment, si on voit une structure et qu'on a envie de la marquer sur du LiveScope, on peut tout à fait le faire. Effectivement, on a notre petite icône waypoint qui apparaît, donc on peut marquer le waypoint sur une structure, même sur une boule de poisson. Alors attention, par contre, il n'y a pas d'historique. J'insiste bien sur le fait qu'on ne va pas pouvoir remonter dans l'historique du LiveScope parce qu'il n'y en a pas. C'est de l'image instantanée, elle est rafraîchie en permanence. Par contre, on pourra utiliser toutes les fonctions qu'on trouve traditionnellement. Bon, là, on est sur un simulateur, donc ça sera plus compliqué, mais du zoom, par exemple, on va pouvoir venir zoomer sur une portion de l'écran pour pouvoir
eh ben, visualiser un poisson, se dire, ben ouais, j'ai un doute, est-ce que c'est un cendre, est-ce que c'est un brochet? Eh ben, on a un suffisamment bon niveau de détail pour être capable de voir des nageoires qui vont nous dire, ben ouais, ça c'est un cendre ou ça c'est un brochet. Voilà. Donc effectivement, au niveau des réglages, donc on va rentrer dedans. Mm. Donc le premier réglage qu'on va retrouver, c'est la sensibilité. Ben, la sensibilité, en fait, c'est une notion d'éclairage, hein, ni plus ni moins. Quand on va monter la sensibilité, on va monter l'éclairage. Mais attention, parce que quand on monte trop l'éclairage, on va finir par faire scintiller notre écran et ça va nuire à la lecture. Donc voilà, il faut régler ça. Voilà, on descend très bien. Là, on est à peu près dans la bonne moyenne. Bon, le réglage, on peut le mettre en automatique également, hein. Encore une fois, les pré-réglages de Garmin sont plutôt bien faits. En le mettant en moyen automatique, c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit bien, c'est un arbre, encore une fois, avec un banc de poisson fourrage qui est en train de tourner autour. Concernant les portées, alors là, moi, je vous conseille de laisser les portées profondeur en automatique. Ça n'a pas beaucoup de sens d'aller augmenter la portée ou diminuer la portée. Laissez-la en automatique. Sinon, bah, vous allez réduire en fait la partie intéressante de l'écran, à moins d'être un véritable expert, ou alors de vouloir se focaliser sur une profondeur bien particulière. Des poissons qui sont en pleine eau, se dire bah tiens voilà, aujourd'hui le poisson il est entre 0 et 5 mètres et là on va se focaliser sur une échelle 0,5 mètres. Ok, mais sinon laissez la profondeur en automatique. La portée, là aussi, d'expérience, je la laisse plutôt en automatique. De temps en temps, ça peut être intéressant d'augmenter la portée et on va voir une limite. Voilà, augmente encore un tout petit peu et là on va voir une limite qui apparaît sous forme de cette espèce d'arc. Et là on est voilà, ça note la limite de portée pour la profondeur choisie. Ça sert à rien de pousser la portée au-delà de ça. C'est pour ça qu'en se mettant en automatique, bah, je trouve que l'appareil fait ça de lui-même et il le fait très très bien. Ensuite, donc, on retrouve le bouton d'émission, hein, pour activer ou désactiver l'émission de sondeur. Donc, je le rappelle à nouveau, pensez à toujours désactiver l'émission du sondeur lorsque votre bateau est en dehors de l'eau. Donc ça, c'est pour éviter d'endommager les sondes, hein. C'est très important. Une sonde qui émet dans l'air, elle va forcément être endommagée. Donc la première fois, ça va pas être grave, mais au bout de 2-3 fois, elle va finir par claquer. Si vous la laissez émettre dans l'air pendant 1 heure, 2 heures, votre sonde elle va être HS et tout ça, ça sera pas pris par la garantie. Donc faites bien attention. Voilà, peut-être préciser une chose quand même pour pas effrayer les gens. C'est pas parce que vous avez relevé votre moteur et que la sonde du LiveScope va fonctionner pendant quelques minutes ou une dizaine de minutes hors de l'eau qu'elle va claquer, hein. Mais par contre, la laissez pas fonctionner pendant des heures sur un parking en plein soleil quand votre bateau est sorti de l'eau parce que là ça pourrait être préjudiciable à la sonde. Ensuite, donc on retrouve les réglages avancés du sondeur avec en première partie donc tout ce qui est aspect. Donc là, on retrouve la possibilité de changer le code couleur. Alors, il y en a toute une palanquée, hein. Bon, moi, j'utilise beaucoup l'ambre et le bleu, mais ça, c'est vraiment à discrétion de chacun. J'aurais tendance à dire que toutes les couleurs peuvent avoir une utilité. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre vue et puis peut-être surtout à la luminosité, hein. Si jamais il y a beaucoup de soleil, utilisez des couleurs qui vont montrer beaucoup de contraste et utilisez pas un fond blanc quand il y a beaucoup de soleil, utilisez plutôt des fonds bleus et vice versa. Ensuite, on retrouve la couleur de sensibilité. Voilà. La couleur de sensibilité, un petit peu comme un sondeur traditionnel, en montant la couleur de sensibilité, on va voir, ça va faire remonter les contrastes. Ouais, donc ça c'est exactement le même réglage qu'un sondeur classique. Tout à fait. Alors une chose qu'on ne retrouve pas dans les sondeurs classiques, c'est le sillage. À quoi ça correspond ? Le sillage, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est qu'en activant ce mode sillage, le poisson, alors bon, sur un banc de poisson, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais le poisson va laisser une traînée derrière lui, une traînée de couleur.
Bon là, les branches laissent aussi une traînée de couleur parce qu'en fait le bateau continue à avoir un petit résidu de vitesse. Mais là, par exemple, on voit un petit banc de poisson fourrage qui est en train de se déplacer. Donc il se déplace de la gauche vers la droite de l'écran en laissant une espèce de rémanence d'écho. Ça, c'est vraiment intéressant quand il y a des beaux poissons isolés et on va voir le sens de déplacement du poisson. On va voir s'il se rapproche vers notre leurre, on va voir s'il est actif ou s'il l'est pas. Donc c'est une notion qui est vraiment qui va enrichir votre information sur le comportement du poisson. Bon, là, je vais le désactiver pour la démo, mais alors, effectivement oui, très pratique pour voir les mouvements en fait. Ah, complètement. Pour voir le sens de déplacement, pour voir si le poisson est en train de se rapprocher ou s'il est en statique. Là, on le verra très très bien. Bon, après les notions de remplissage de fond. Remplissage de fond, en fait, ça va permettre d'isoler la véritable couche de fond et peut-être de faire ressortir les échos du fond. Personnellement, je l'utilise pas parce que moi je dois avoir l'ensemble des informations affichées à l'écran et donc tout ce qui est masquage ou filtre, j'ai tendance à les désactiver. Pareil, le recouvrement de la grille, par contre, ça c'est quelque chose que j'active assez facilement parce que en un seul coup d'œil, on va voir une structure, on va voir un écho, on va être capable de dire ben voilà, tiens, il est à 2 mètres à l'avant du bateau, il est à 10 mètres de fond. Donc on va avoir une très 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 bonne notion de positionnement dans l'espace avec cette grille. Et ça, effectivement, un truc à activer à chaque fois parce que ça permet d'un coup d'œil de voir la portée vers l'avant et aussi la profondeur. Ouais, tout à fait. Et par contre, alors faire défiler l'historique, j'ai tendance à le masquer parce que dans cette sonde LiveScope, on a également une sonde 2D et une sonde down qui donnent ce type d'image, mais qui, à mon sens, apporte moins de détails qu'une véritable sonde 2D traditionnelle que vous avez forcément à bord du bateau, hein, parce que je vous rappelle que le sondeur traditionnel, il est indispensable à bord du bateau. On peut avoir toutes les technologies, il faut une sonde 2D traditionnelle. Et donc, plutôt que de mettre un historique, je préfère faire un écran combiné avec du sondeur traditionnel véritablement dédié à la pêche et du LiveScope véritablement dédié à la prospection. Voilà, donc à ce moment-là, on crée une page combinée. Ça, on a montré comment on pouvait le faire sur d'autres vidéos. Et là, voilà, on va mettre par exemple du sondeur traditionnel à gauche et on va mettre du sondeur, voilà, LiveScope ici, et on va redimensionner notre page afin que le sondeur traditionnel occupe peut-être que un seul tiers, voilà, c'est ça, exactement. Et là, voilà, on a une bonne image sondeur traditionnel et on a un bon LiveScope, voilà. En tout cas, ça, ce sont mes préconisations quant aux pages combinées. Mieux vaut utiliser la bonne sonde avec la bonne fréquence qu'utiliser l'historique LiveScope. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, hein. On a sorti plein de vidéos sur le paramétrage du sondeur traditionnel. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne pour ces vidéos-là. Dernier réglage qu'on va retrouver dans Aspect, c'est l'icône de bateau. Donc c'est ce qu'on a vu au début, hein, l'icône de bateau. Hop, c'est ce qu'on voit ici. Donc pensez bien à faire la calibration et à afficher cette icône-là, histoire de voir à quel endroit va balayer votre sonde, surtout si elle est installée sur perche. Ouais. Voilà, si le montage est fait sur en tableau arrière, il n'est pas forcément nécessaire de calibrer le compas. Par contre, si vous le montez sur un arbre moteur ou sur une perche, alors là, c'est absolument indispensable. Sinon, vous allez perdre tout le bénéfice du positionnement dans l'espace. Et là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ensuite, on va retrouver des réglages classiques, l'anti-bruit. Donc l'anti-bruit, ça va être un filtre de parasites.
Alors une chose à savoir, c'est que donc l'anti-bruit, comme je disais, ça va enlever tout ce qui est parasites, moteur, électrique, etc. Mais de base, en fait, on va avoir beaucoup de parasites parce que c'est une sonde qui est très très sensible. Donc on va retrouver ici quelques parasites qui se retrouvent au niveau de la base de la sonde, au niveau de notre bateau. On va voir les faisceaux qui apparaissent. Donc ça, pensez à augmenter tout doucement. Le mettez pas en haut directement, sinon ça va filtrer les échos, mais pensez à mettre soit en bas, soit en moyen par défaut pour éviter d'afficher ce genre de parasites en haut de l'écran. Pas forcément, d'ailleurs, j'aurais tendance à dire, ce ne sont pas forcément des parasites, mais en augmentant la sensibilité, on va finir par faire rayonner notre sonde. Tiens, augmente un petit peu la sensibilité, et là, on voit très très bien voilà, des espèces de rayons lumineux. Et en fait, si on y regarde précisément, il y en a 6. Pourquoi? Parce que la sonde LiveScope, elle est constituée de 3 blocs de 2 sondes chacun, et donc ça fait 6 rayons directionnels. Et si on augmente trop la sensibilité, on les voit apparaître à l'écran et ça va finalement nuire à la lisibilité. Donc pour ça, il va falloir baisser un petit peu la sensibilité, mettre le gain en automatique, la réjection du bruit, donc l'anti-bruit, on préconise de le mettre en médium, en moyen, et surtout de mettre la TVG, là aussi, en moyen. Et alors ça, moi j'ai pu le constater, notamment en mer, où on a tendance, puisque les profondeurs sont plus importantes qu'en eau douce, à pousser un petit peu la sensibilité. Eh bien, en mettant ce réglage de TVG en médium, je faisais disparaître une grosse partie de ce rayonnement, et donc finalement, on va pouvoir interpréter l'écran d'une bien meilleure manière. Ensuite, on retrouve les réglages classiques. Données d'affichage, c'est les champs de données qu'on peut afficher ou masquer, tension d'appareil, vitesse, heure, etc., etc. On rentre pas dans le détail. On retrouve le menu installation. Oui. Alors, la profondeur d'installation, pour tous ceux qui sont un petit peu marins, c'est ce qu'on appelait l'offset de quille. C'est en fait, à partir du moment où votre sonde elle est à 30 cm sous la surface, eh bien, la profondeur affichée par la sonde, elle va être erronée. Il faudra forcément l'augmenter de 30 cm par rapport à la surface. Donc, si votre sonde elle est à 50 cm de profondeur, eh bien, vous réglez votre offset à 50 cm, donc 0,5 m. Voilà, c'est aussi simple que ça. La HRS, évidemment, il faut qu'il soit activé. S'il n'est pas activé, ça risque d'être un peu problématique quand vous allez avoir de la houle, parce que là, votre image, elle va pas être compensée, et donc vous allez avoir, c'est l'ensemble de votre image qui va bouger de droite et de gauche, et c'est pas top. Ça donne le mal de mer. Oui, effectivement, on retrouve ici donc l'étalonnage du compas. Et effectivement, si on a étalonné le compas, il faut activer la HRS. C'est très très important. On retrouve ensuite l'orientation. Donc on a possibilité soit d'utiliser le compas interne dans la sonde, afin qu'il détermine l'orientation automatiquement, soit de changer manuellement. Donc là, on affiche une vue forward, une vue vers l'avant, mais on a possibilité aussi de le forcer et d'afficher une vue down. Oui. Alors là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette fois-ci, le bateau, le zéro là, voilà, c'est la position de notre sonde. Et à droite de ce zéro, on a une portée vers l'avant, et à gauche, une portée vers l'arrière. Alors, ça peut être troublant parce les gens me disent, ouais, mais on voit à droite et à gauche du bateau. Non, on voit pas à droite et à gauche du bateau, on voit à l'avant et à l'arrière du bateau. Et là, c'est très bien figuré par l'icône du bateau qui est ici. En fait, on voit la direction vers l'avant et on voit la direction vers l'arrière. Alors, comme c'est un montage qui a été fait sur un axe moteur ou sur une perche, il est un petit peu décalé par rapport à l'axe du bateau. Mais encore une fois, c'est bien une vue vers l'avant et vers l'arrière, et pas une vue gauche-droite. Si on voulait avoir une vue gauche-droite, il faudrait que notre perche soit à 90 degrés
de l'axe du bateau. Et là, effectivement, on pourrait avoir une vue différente. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette image-là? On voit une pile de pont qui est située à 7 mètres à l'avant du bateau, et autour de cette pile, on voit des bancs de petits poissons fourrage, des petites perches ou des ablettes ou des petits gardons, en tout cas des petits, des petits poissons fourrage qui sont en train de se balader. Donc là, cette vue-là, on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans la présentation PowerPoint, mais à quoi ça sert exactement? Dans quel cas on va l'utiliser? Alors là, on ne parle plus d'une recherche à distance, on ne parle plus de vue vers l'avant, on parle vraiment de verticale. Donc, on va l'utiliser pour quasiment de la pêche à vue. Donc, on va visualiser un poisson qui est peut-être à 2 mètres de la sonde. Il va apparaître sur le fond ou dans la masse d'eau. Et ça va nous permettre de laisser tomber notre leurre à la verticale, de l'animer et de voir le poisson, comment il se comporte par rapport à l'animation de notre leurre. Ça, c'est essentiel pour les gens qui pêchent du silure en verticale. Là, on va le voir, on va voir s'il est actif, on va le voir s'il y a l'animation de notre leurre qui peut être minimaliste, on va voir si le poisson réagit ou réagit pas. Pour les pêcheurs de silure, la même chose, ou même pour les pêcheurs de brochet, et évidemment pour les gens qui pêchent en mer dans des fonds plus importants. Pour les gens qui pêchent au jig par exemple, tout ce qui se passe à la verticale de notre sonde, on va véritablement le voir à l'écran et voir le poisson se comporter en live. Au niveau des réglages, on a exactement les mêmes réglages, que ce soit une vue vers l'avant ou une vue vers le bas, c'est exactement les mêmes menus, les mêmes réglages. Donc si je modifie l'orientation, on va retrouver la même chose vers l'avant et donc les mêmes menus. Je vais retourner dans l'installation. Une autre chose qu'on peut régler ici, c'est orientation, et c'est marqué auto eau douce. Oui, en fait, c'est pour avoir une notion de distance qui soit véritablement précise, parce que la propagation du son dans l'eau, elle est différente en mer, elle est différente en fonction de la salinité, en fonction de la température. Et donc, forcément, ce qu'il faut mettre, c'est, si vous êtes en mer, vous mettez automatique eau salée, et si vous êtes en eau douce, vous mettez automatique eau douce. Voilà. Le reste du réglage a peu d'importance. Voilà, donc, vous voyez, les réglages sont quand même très, très, très simples. C'est une technologie qui peut paraître complexe à expliquer, mais en utilisation, en fait, elle est véritablement, j'aurais tendance à dire, même beaucoup plus simple qu'un sondeur traditionnel. Le sondeur traditionnel, il faut interpréter un écho. Il faut être capable de dire, il y a de la densité, il y a de la couleur. Là, en fait, on n'aura pas besoin de l'interpréter, parce que ce qu'on va voir à l'écran, c'est tellement parlant, on va tout de suite pouvoir dire, c'est un silure. Ok, il est gros, il est long, il est en train de se comporter tout doucement, il est en train de tourner tout doucement autour de notre leurre. Ou alors, c'est un brochet, on voit bien ses nageoires, on voit bien le comportement. Les poissons, ils ont des comportements différents. Les espèces ont des comportements vraiment différents. Et au bout d'une ou deux sorties, vous pourrez dire, ça c'est, à coup sûr, c'est un brochet, un silure, une perche, ou ce que vous voulez. Donc effectivement, ça c'était un simulateur, c'est bien joli, mais maintenant ce qu'on va pouvoir voir, c'est en direct sur l'eau, ce que ça donne. Tout à fait. Donc là, comme on voit, on est en réel sur l'eau. Donc on a une animation de leurre directement sur notre écran. Donc Fred, je te laisse expliquer tout ça. Bon, là on est en train de pêcher, vraiment à la verticale. Donc on est à l'avant du bateau et donc en train d'animer un leurre. Il y a un cendre qui vient de se décoller du fond. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien la différence sur l'image de droite du panoptique, ce sont des masses qui se déplacent. Et sur l'image de gauche, c'est du livescope où là, on voit véritablement le son. Voilà, là, il est en train de se développer. On voit bien les nageoires. Il est en train de faire demi-tour. Il revient vers notre leurre. Et là, on va véritablement voir le comportement du poisson. On va voir s'il réagit à l'animation. Et on voit bien qu'à l'animation, il a tendance à monter. Mais bon, voilà, ça ne l'intéresse pas. Finalement, il refuse. Donc, voilà, une technologie qui apprend beaucoup sur le comportement du poisson et c'est de la pêche à vue. Pour moi, c'est hypnotique. Les gens qui touchent à cette technologie-là, ils sont mordus. Ils sont vraiment mordus.
Voilà, là sur cette deuxième vidéo, on voit une animation de leurre, un cendre qui est vraiment qui est collé au fond et qui manifestement a pas envie de bouger. Et en insistant, à un moment donné, on voit le comportement, on voit le poisson qui commence à se décoller très légèrement, il met le nez au leurre et, pom, et voilà, la touche en direct. Donc voilà le type de vue qu'on va pouvoir avoir avec le LiveScope. Et encore une fois, hein, pour avoir eu pas mal de retours de pêcheurs, des gars qui pêchent le bass, qui pêchent le silure, qui pêchent le cendre, ils ont tous été bluffés par la technologie. Parfait, donc je pense qu'on a fait le tour de tous les réglages. Donc on vous a montré comment choisir votre sonde, comment régler votre sonde. Maintenant, donc on voit donc sur le simulateur, hein, on a une simulation entre un sondeur traditionnel, un LiveScope et un sondeur side. Donc là, on voit vraiment toutes les possibilités de nos appareils. Merci beaucoup en tout cas Fred pour ces explications. Merci Michel, ça a été un plaisir d'être accompagné dans cette présentation et j'espère qu'on a réussi à vous donner quelques clés quant à l'utilisation du LiveScope. Mais pour conclure, véritablement une technologie très utile et finalement très simple à utiliser. Moi, je ne peux que vous engager à y goûter et à partir du moment où on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Parfait, ben, merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à repasser sur la chaîne pour la prochaine vidéo. Donc comme je disais au début, on va faire une présentation des autres sondes Panoptix, puisqu'aujourd'hui c'était uniquement le LiveScope. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.